Écoutez, j'aimerais prendre comme point de départ de ma réflexion un dialogue qui s'intitule « Arrêtez fila », que Luca Antonio Ridolfi, un éminent représentant de la communauté italienne installé à Lyon au milieu du XVIe siècle, publie en italien à Lyon en 1562. Ce texte va m'intéresser ici avant tout parce qu'il mentionne à un moment donné le docte poète Maurice Sèvres, malheureusement absent ce jour-là, mais qui, comme l'affirme la protagoniste, Arrêtez fila, a l'habitude de venir parfois se joindre à son cercle. Or, Sèvres apparaît dans le dialogue de Ridolfi d'emblée comme éminent italianisant et pétrarchiste. Alors, je cite ce texte en traduction française. Voilà ce qu'elle dit, Arrêtez fila. Sèvres aime beaucoup votre nation, il l'honore et la chérit. Et les écrits dans votre magnifique langue, donc l'italien, lui plaisent particulièrement. Il a été un tel admirateur et observateur de votre Pétrarque qu'il a transposé avec une parfaite grâce beaucoup de ses sonnets en notre langue. À la question d'un des personnages, Lucio, qui participe à la discussion et qui désire savoir si Sèvres fut le premier à transposer en français cette façon de versifier qui s'utilise en notre langue et qu'on appelle le sonnet, donc quel modo di verseggiare che nella nostra lingua s'usa et che sonetto chiamiamo, Arrêtez fila va répondre par la négative. Non, donc c'est pas lui, même s'il a traduit une infinité de sonnets de votre langue, comme je l'ai dit, et qu'il en est composé de sa propre invention, avec une grâce et un savoir incomparables en la nôtre, mais je crois bien que le premier, c'était un certain Monseigneur de Saint-Gelais. Cette affirmation d'Arrêtez fila a donné du fil à retordre à la critique. Sèvres aurait-il effectivement, comme le passage semble l'indiquer, non seulement traduit une infinité de sonnets de l'italien, peut-être sans forcément les publier, mais également composé des sonnets directement en français, sans qu'il ne reste beaucoup de traces de ces poèmes. On connaît en tout et pour tout 7 sonnets de Sèvres. Et il s'agit à chaque fois de sonnets d'accompagnement. C'est pour les Marguerites de la Marguerite des Princesses, pour la suite, le philosophe de cour, Philibert de Vienne, les œuvres de Louise Labbé, le solitaire second de Pontus de Thiard, l'interprétation grecque de Gabriel Simeoni, et dernier texte, le traité des lois abrogées de Philibert Bugnon. Alors est-ce qu'il faut comprendre qu'Arrêtez fila confond, peut-être volontairement, les dizains de Delhi avec des sonnets, suivant ainsi Sébier, qui avait affirmé dans son art poétique que, je cite, « sonnet n'est autre chose que le parfait épigramme de l'italien, comme le dizain du français ». La mention de Saint-Gelais, puis celle de Marot, dans la suite du texte, laisse en tout cas planer un léger doute quant à l'interprétation qu'il faut donner de ce passage troublant. Alors je cite encore, « Il est bien vrai que le premier qui traduisit des écrits latins et toscans en notre langue française, c'était Clément Marot. Je crois. Mais en ce qui concerne le sonnet, ce ne sont pas seulement ces 2 que je viens de vous nommer, qui l'ont transposé de façon élégante en notre langue, et appelé du même nom que vous, mais beaucoup d'autres. Alors sur les 3 poètes mentionnés jusqu'à ce point-là, Sèvres, Saint-Gelais et Marot, 2 seulement, à en suivre Arrêtez fila, auraient transposé le sonnet sous son nom original. Il s'agit donc éventuellement de Saint-Gelais, dont les premiers sonnets datent probablement de la fin des années 30, et de Marot, qui en compose depuis son retour d'Italie, et qui publie dès 1539, c'est bien connu, sa traduction des 6 sonnets de Pétrarque sur la mort de sa dame Laure, chez Courset. Alors en fait, ce qui m'intéresse dans ce passage de l'Arrêtez fila, c'est que Sèvres n'y est présenté pas seulement en tant que grand spécialiste et de la langue toscane et de Pétrarque, mais aussi en tant que grand poète. On y loue ces très doctes vers de sa superbe Delhi, I dottissimi versi della sua bellissima Delia, un ouvrage qui, bien qu'imprimé il y a un certain temps, continue à marquer les esprits. Le comble de l'honneur est atteint au moment où Lucio, après une longue évocation du célèbre concours des blasonneurs, concours des blasons anatomiques, quand il cite in extenso une traduction italienne du poème gagnant, qui n'est autre, on le sait, que le blason du sourcil de Maurice Sèvres. Cette traduction, pour ainsi dire, arboure des usages de l'époque, allant donc du français vers l'italien, constitue une marque de reconnaissance d'autant plus remarquable que le dialogue de Ridolfi insinue
que la traduction pourrait bien être attribuée à Luigi Alamanni lui-même, donc au célèbre introducteur du pétrarchisme à la cour de François Ier. Être traduit dans la langue de Pétrarque et de surcroît par celui qui incarne les débuts du pétrarchisme en France, on imagine difficilement, à cette époque, un plus grand honneur pour un poète français. Et pourtant, la référence à Pétrarque et au pétrarchiste italien, qui a fait couler beaucoup d'encre de la part de la critique sévienne, est tout sauf simple chez notre auteur. Cécile Alduy, parmi d'autres, a insisté avec raison sur l'écart fondamental et intentionnel qui sépare le poète lyonnais de ses sources, parmi lesquelles Pétrarque. J'aimerais donc de mon côté confirmer cette idée d'une véritable poétique de l'écart ou de la déviance chez Sèvres, en analysant la façon extrêmement complexe dont le poète lyonnais fait intervenir, dans sa réception de celui qu'il appelle le Tuscan Apollon, donc Pétrarque, une autre figure, plus obscure, mais non moins riche, celle de Dante. Alors je commencerai par rappeler que plusieurs commentateurs du XVIe siècle avaient déjà suggéré de rapprocher l'œuvre de Sèvres de celle de Dante. Dans le promptuaire des Médailles, Sèvres est comparé non à Pétrarque, comme on aurait peut-être pu s'y attendre, mais à Dante, et ceci en raison même de l'obscurité et de la difficulté de sa poésie. Je cite, « Ce poète, donc Sèvres, ayant quasi l'esprit et l'entendement de Dante, poète très obscur et difficile, a écrit sa délie d'un si haut sujet et argument que tous les poètes de notre temps l'ont admiré. Bref, en toute chose, ce brave poète s'est montré d'un esprit tant singulier qu'à bon droit nous le devons tenir pour admirable et considérer plutôt en ses écrits la profondeur de ses vers que les paroles qui sont néanmoins bien choisies. » De la même façon, Guillaume Coltet écrira dans ses Vies des poètes français à propos du microcosme de Sèvres, où son style obscur est aussi difficile que celui de Dante, où son style obscur est aussi difficile que celui de Dante, mais du tout inconnu, où ce poème ne procède que d'une même source. Ce rapprochement entre la poétique du Dante de la Divine Comédie et les écrits majeurs de Sèvres est-il cependant plus qu'un simple parallèle se basant sur le caractère obscur et difficile des œuvres respectives des deux poètes? Les éditeurs de l'œuvre de Maurice Sèvres, Eugène Parturier en tête, nous mettent en garde. Si on croit reconnaître çà et là quelques citations dantesques, notamment dans le microcosme, ces reprises sont isolées et n'ont, nous disent-ils, aucun caractère systématique. Mesurée à l'aune de Pétrarque et des poètes pétrarchistes, l'importance de Dante paraît donc à première vue réduite dans l'œuvre sévienne. Il existe cependant un document qui témoigne d'un intérêt plus qu'anecdotique de Sèvres pour l'œuvre de Dante, c'est l'édition Il Dante, qui sort des presses lyonnaises de Jean de Tourne en 1547, 2 ans seulement après la première édition de Pétrarque. Ces 2 éditions comportent chacune, on le sait, une épître dédicatoire signée par Jean de Tourne et adressée à Maurice Sèvres. La première retrace par le menu l'histoire de la découverte de la tombe de l'or en Avignon, 12 ans plus tôt, en 1533, tandis que la seconde, plus courte, présente l'édition de Dante comme une sorte de supplément presque obligatoire à l'édition de Pétrarque. Et elle le fait, comme Saunier l'a bien remarqué, à travers une allusion aux vers 1 à 8 du dizain 282 de Delhi, où le poète oppose les bienfaits de la lune, donc autrement dit de Delhi, à ceux du soleil. Vous devriez avoir ce texte sous les yeux, j'ai fait distribuer un petit exemplaire. C'est donc le premier texte sur la première feuille. Je cite « Basse planète, à l'ennui de ton frère qui s'exercite en son chaud mouvement, tu vas lustrant l'un et l'autre hémisphère, mais dessous lui, aussi plus brièvement. Tu as regard plus attentivement à humecter les feuilles et les fleurs, et cette scie, par mes humides pleurs, me reverdit ma flétrie espérance. Au passion, tu accrois leur douleur, et cette augmente en moi ma grande souffrance. » L'épître dédicatoire que Jean de Tourne signe pour son édition de la Divine Comédie développe non seulement une opposition similaire entre le soleil et la terre,
mais aussi le champ sémantique de la fécondité qui marque le design qu'on vient d'entendre. De la même façon dont le monde a besoin et du chaud et du froid, de la sécheresse et de l'humidité, le lecteur français, écrit Jean de Tourne, doit pouvoir disposer non seulement de Pétrarque, mais aussi de Dante. Alors je cite un petit extrait directement en traduction française. Tout comme ce bas hémisphère, donc la Terre, ne reste pas impassible lorsque varie la grande planète unique et stable, autrement dit le Soleil, mais qu'il est tour à tour influencé par l'une ou l'autre qualité, le chaud et le froid, la germination de feuilles, fleurs et fruits et leur déchéance à la fin, tout ainsi, le mouvement des étoiles produit en nous une nouvelle conception. Il advint alors, nous dit Jean de Tourne, que mon étude se pencha sur le renouveau des poètes en vulgaire, de telle façon que mon travail fasse plaisir à tous, et qu'à la tonalité suave et mesurée de Pétrarque soit jointe désormais la sonorité un peu plus raide et ombrageuse du poète florentin Dante Alighieri. Donc dans la perspective, si vous voulez, que développe Jean de Tourne à l'intention de Sèvres, à qui cette lettre est adressée, la poésie raide et ombrageuse de Dante, erto ed adumbrato, est présentée comme l'indispensable complément de la poésie douce et mesurée, suave et misurato, de Pétrarque. L'attrait de Dante pour Sèvres devient alors plus manifeste. Son influence sert d'abord de contrepoids à celle de Pétrarque, puisqu'elle permet de rééquilibrer la tonalité potentiellement douce, voire doucereuse, de la lyrique pétrarquiste amoureuse, par une note à la fois plus subtile et plus âpre. La tendance pétrarquiste à la métaphore convenue et à l'image facile, qui fera bientôt les délices de l'antipétrarchisme français, se trouve donc chez Sèvres déjà contrebalancée par la recherche d'un style obscur et difficile qui permet par moments de hisser la lyrique amoureuse au niveau de la poésie philosophique. Alors, pour essayer de vous donner quelques arguments pour étayer cette hypothèse, pour saisir l'importance de la figure de Dante pour Sèvres, j'aimerais relier ces réflexions qui sont ici très générales à la notion de dureté que le poète lyonnais revendique explicitement, vous le savez, pour ses épigrammes, comme il le dit déjà dans le huitain liminaire de Lely. Ce faisant, j'aimerais montrer que l'épigramme sévienne s'insère dans un débat italien, déjà assez ancien, entre les tenants d'une poésie douce et féminine, entre guillemets, et ceux d'une poésie dure, âpre et virile, encore, bien sûr, entre guillemets. Alors, dans le canzoniere de Pétrarque, c'est la célèbre chanson 70, La Somme, que non so in qual parte pieghi, hélas, je ne sais plus de quel côté tourner, qui marque un moment fort de ce débat. Puisque Pétrarque y cite à la fin de chacune des 5 strophes l'incipit d'un poème de ses prédécesseurs. Vous avez le texte sur la 2e feuille. Ces incipits, c'est donc le troubadour Arnaud Daniel, comme le croyait à tort Pétrarque. En réalité, il s'agit probablement de Guillaume de Saint-Grégory. Il s'agit du poète stilnoviste Guido Cavalcanti, du poème Così nel mio parlar voglio esser aspro de Dante, de la Dolce Vista al bel guardo soave de Cino da Pistoia, et enfin l'incipit d'une de ses propres chansons, le Rerum Vulgarum Fragmenta 23, nel dolce tempo della prima etade. Je reviendrai un peu plus en détail sur ces textes. Alors ce qu'on peut constater, c'est que les 3 dernières citations, qui vont donc introduire à chaque fois une strophe dans la chanson de Pétrarque, tournent toutes autour de la problématique de la douceur ou de la dureté du chant poétique. Tandis que Dante semble conseiller un chant âpre et dur, les chansons de Cino et de Pétrarque penchent plutôt en faveur d'une poétique de la douceur. Le problème central en fait que Pétrarque adresse dans sa chanson 70, à travers cette série de citations, est le suivant. Faut-il tenter d'amadouer la dureté de la dame en lui offrant une poésie douce, ou vaut-il mieux, comme le propose Dante dans la chanson citée, répondre à la dureté de la dame au moyen d'une poésie elle aussi dure et âpre?
Dans l'œuvre de Dante, l'adjectif aspro caractérise une façon de parler qui est ressentie comme virile, et donc particulièrement bien adaptée à des sujets nobles. C'est une idée qu'on retrouve à plusieurs endroits de l'institution oratoire de Quintilien. Par exemple, dans un passage du livre 9, où Quintilien dit « Dans l'ensemble, s'il fallait choisir, j'aimerais mieux un arrangement dur et âpre, duram atque asperam compositionem, plutôt qu'efféminé et sans nerfs, effeminatam et enervem ». Dante va suivre cette leçon, notamment dans le poème Les Dolci Rime d'Amor, qui ouvre le 4e traité du Convivio. Dans cette chanson, Dante se propose d'abandonner, comme il le dit, les douces rimes d'amour et son doux style, lo mio suave stile, à cause des attitudes dédaigneuses et cruelles de sa dame, pour passer à un autre sujet, la vaillance, il valore, qui demande à être traité, comme il le dit, en rime âpre et subtile, con rima aspre e sottile. Le terme âpre se réfère ici, comme Dante l'explique dans son commentaire, à la sonorité de l'expression, quanto al suono dello ditato, puisque, comme il le dit, il ne convient pas en une telle matière d'être doux. A tanta materia non conviene essere leno. En d'autres mots, c'est donc le changement de sujet, donc chanter la vaillance au lieu de chanter l'amour, qui impose au poète un changement de style et de registre, et qui va l'amener à abandonner le doux style pour un style âpre et subtil. Alors l'argumentation est encore un peu plus complexe dans la chanson « Così nel mio parlar voglio esser aspro », qui est celle qui est citée par Pétrarque dans sa chanson 70, donc d'un poème dantesque qui fait partie de ce qu'on appelle la série des rime petrose, les rimes de pierre, enfin les vers de pierre de Dante. Si Dante y évoque l'idée que l'attitude dédaigneuse de sa dame lui impose un changement de style, et il n'y est nullement question d'abandonner la poésie amoureuse pour un autre sujet, prétendument plus noble. Alors je cite le début de ce texte, vous l'avez également dans votre exemplier, c'est à partir de la page 4, vous trouvez le Così nel mio parlar, à gauche en italien et à droite en français. Je cite juste le début, mais je voulais vous donner tout le texte. Dante commence son poème de la façon suivante. Così nel mio parlar voglio esser aspro come negli atti questa bella pietra, la quale ognora impetra maggior durezza e più natura cruda e veste sua persona d'un diaspro. Donc en français, en mon parler je veux être âpre, tout comme en ses actes cette belle pierre, donc la dame, qui chaque jour acquiert plus de dureté et de cruelle nature et qui revêt sa personne d'un jaspe. L'idée avancée par Dante dans ses vers n'est pas de changer de style à cause d'un changement de genre, mais plutôt de refléter dans le style de sa poésie amoureuse l'attitude dont la dame fait preuve à son égard. Le choix d'un style âpre s'explique alors par la volonté d'imiter mimétiquement, au moyen de la matière sonore du vers, la dureté de la dame, qui est ici comparée à une pierre précieuse enchâssée de jaspe. Alors, dans la chanson 70, où Pétrarque va reprendre ce premier vers, Pétrarque lui-même va procéder à une correction de l'illustre aîné. La strophe 3 est placée sous le signe de Dante, qui, elle voit donc dans la dureté du cœur de la dame la raison de la dureté du cœur de l'amant et par conséquent de sa poésie. Onde, come nel cor m'induro in aspro, così nel mio parlar voglio essere aspro. Donc c'est tout un montage assez complexe entre Pétrarque, qui reprend donc à la fin de chaque strophe un vers de son prédécesseur, et une façon de signaler que lui-même va donc, disons, reprendre cette filiation intertextuelle jusqu'à un certain point. Donc la strophe 3, qui est celle où il cite Dante, est la strophe dans laquelle il signale que la dureté pourrait être une possibilité pour lui. Donc en français, c'était « Donc tout autant que rude et dur se fait mon cœur, en m'en parler, je veux être âpre. » Mais les deux dernières strophes vont constituer une sorte de revirement tout à fait manifeste,
Puisque le poète, Pétrarque donc, finit par attribuer la prétendue dureté de la dame à une erreur d'optique, on pourrait dire, à une incompréhension de sa part à lui. Alors si vous regardez dans le poème de Pétrarque, deuxième page sur votre exemplier, vous avez donc la strophe 4 qui commence par « Che parlo, o dove sono, e chi m'inganna altri che io stesso, e il desiar soverchio », un tout petit peu plus loin, « se morta il velo in mio veder appanna, che colpa è delle stelle o delle cose belle ?» En français, donc on voit bien à quel point il prend conscience de son égarement. « Que dis-je et où suis-je? Et qui me trempe sinon moi-même ?» Et puis ce désir excessif. « Si un voile mortel offusque mes regards, quelle faute! On revient aux étoiles ou bien aux choses belles. » Donc, en gros, il s'agit d'un malentendu par rapport à sa lecture de la dureté de la dame. Donc le regard de l'amant poète est incapable de comprendre l'attitude réelle de la dame, et dans ce cas-là, mieux vaut choisir un style doux, conclut Pétrarque, en revenant à la dolcezza de la poésie d'un Cino da Pistoia, et en terminant sa propre chanson sur une autocitation où le mot dolce figure de façon explicite. Donc on voit bien, après avoir testé en quelque sorte la possibilité d'une poésie dure, Dante revient à une poésie de la douceur. De mon côté, je reviens à Sèvres. Parce que le suite que Maurice Sèvres va donner à ce débat montre, il me semble, à quel point la référence à l'intertexte pétrarquiste se combine chez lui avec le souci de s'en démarquer. J'en veux pour preuve le dizain 285, vous l'avez sur la première feuille, qui témoigne de la tentative de la part de Sèvres de dépasser cette dichotomie apparente entre une poésie de la dolcezza d'un côté, une poésie de l'asperitas de l'autre, qui sont incarnées donc respectivement par Pétrarque et Dante. Voici comment Sèvres articule dans son dizain 285 aspérité dantesque et douceur pétrarchienne, vous avez le texte en bas, de fermeté plus dure que diâpre, ma loyauté est en toi émaillée, comme statue à l'ébauché tout âpre, et puis de stuc poliment entaillé, parfois en main de Constance Baillet, tu l'adoucis, et ja reluis très bien. Je me contente de ces 6 vers. Le poète lyonnais connaît parfaitement le topos de la dame cruelle et dure, mais le dizain 285 s'en distingue principalement en ce qu'il met l'accent non sur la dureté de la dame, mais sur la dureté du ferme amour de l'amant, tout en reprenant à l'identique les mots à la rime de la célèbre chanson de Dante. Vous l'aurez reconnu, âpre et diâpre, c'est le même jeu de rimes que chez Dante. Mais ce qu'il faut surtout noter, c'est que ce faisant, Sèvres imite en même temps Pétrarque, qui avait lui aussi utilisé le même jeu de rimes, aspro diaspro, dans son sonnet 51. Donc il y a une véritable filiation ici qui est clairement signalée à travers la reprise du même jeu de rimes. Alors bien sûr, une imbrication aussi savante des références à Dante et à Pétrarque paraît surprenant ou peut paraître surprenante de la part d'un poète français. En réalité, elle s'explique par l'une des particularités des éditions de Pétrarque au XVIe siècle. À partir de la seconde édition des Cose Volgari de Pétrarque, en 1514, donc toujours en Italie, le texte de la chanson de Dante, Così nel mio parlar, apparaît ou est cité in extenso dans une partie, dans un appendice qu'on appelle l'Appendix Aldina, appendice qui sera également repris dans les éditions de Pétrarque fabriquées par Jean de Tourne, en collaboration avec Maurice Sèvres. L'essentiel, ici, c'est donc que la référence de Sèvres à Dante, et plus précisément au Dante des Rimes et Pétrose, nous confronte à un chapitre de l'histoire littéraire encore relativement peu analysé. Celui qui concerne l'influence non de la divine comédie, mais bien des poésies amoureuses de Dante, les Rimes, le Convivio, la Vita Nuova, et l'influence de ces textes sur la poésie française de la Renaissance, au moment même où Pétrarque commence à régner en maître incontestable. Alors bien sûr, il fallait sans doute
être un italianiste féru, comme Sèvres, particulièrement bien relié au milieu italianisant de Lyon, pour oser se faire l'avocat en plein pétrarchisme français des années 40, d'une autre tonalité plus ombrageuse, plus archaïque aussi, venant d'une Italie moins connue, et qui risquait de paraître plutôt justement archaïque à ceux qui se passionnaient alors en France pour les délices des douceurs pétrarchisantes. Et donc, pour essayer de mieux comprendre ces chemins tortueux de l'influence dantesque sur Sèvres, j'aimerais tenter avec vous de préciser quelque peu le contexte italianisant dans lequel le poète a évolué. Alors bien sûr, on a souvent dit, Sèvres a éventuellement fait ses études en Italie, hein, mais on n'est pas très sûr. On sait qu'il y a un certain nombre d'amis italiens, on sait qu'il y a probablement eu des traductions, on vient de le voir avec l'arrêté Fila, mais je crois qu'on peut essayer de fixer une influence par rapport à ce binôme Dante-Pétrarque à travers plusieurs figures. La première de ces figures, c'est Speroni. On sait bien sûr que les derniers poèmes de Delhi, plus précisément les 10 à 424 à 446, sont marqués par des emprunts systématiques faits au dialogue d'amour de Speroni, qui avait paru avec une série d'autres dialogues 2 ans plus tôt, en 1542. Manifestement, Sèvres avait lu ces dialogues dans leur version originale, puisque la version française est plus tardive. Elle paraît seulement en 1551. Plusieurs dialogues de Speroni, notamment le Dialogo della Retorica et le Dialogo delle Lingue, c'est tous les deux en fait des commentaires des Prose della Volgar Lingua de Bembo, contiennent des références intéressantes à Dante. Bembo, qui avait donné dès 1502 une édition des Terze Rime de Dante, chez Ald, procède dans ses Prose della Volgar Lingua à une sorte de réquisitoire massif contre la poésie et la langue de Dante. Donc après, pour aller vite, hein, après une première phase où il avait essayé de se faire l'avocat des 2 grandes couronnes, côté de Boccace, 3e, il va, dans les Prose della Volgar Lingua, revenir en arrière et faire de Pétrarque le seul modèle pour la poésie. Il va donc mettre dans la bouche de son frère, Carlo, une série de remarques très critiques. Il va accuser Dante d'avoir trop souvent utilisé des mots inappropriés. Je vous cite ce passage en traduction française, donc Bembo. Dante utilisa très souvent des mots latins et des mots étrangers qui ne sont pas acceptés en Toscane. Parfois aussi de vieilles expressions désuètes, inhabituelles et rudes, des mots immondes, laids et trop durs. Alors vous voyez, je cite ces passages évidemment en pensant déjà en arrière-fond à Sèvres, à qui on a reproché précisément le même genre d'emprunt et le même genre d'utilisation du lexique. Alors, les 2 composantes qui rendent, selon Bembo, la poésie réussie, c'est la gravità et la piacevolezza qu'on peut plus ou moins compter comme synonyme chez Bembo de suavità ou de dolcezza. Dante, dit-il, a négligé la seconde, tandis que Cino da Pistoia aurait, lui, omis la première. Et dans la perspective de Bembo, c'est Pétrarque qui a trouvé l'équilibre idéal entre les 2 qualités. Je le cite encore, parmi les compositions de Cino da Pistoia et de Dante, celles de Dante sont souvent graves, sans être plaisantes, tandis que celles de Cino sont souvent plaisantes, sans être graves. Pétrarque, en revanche, réussit l'un et l'autre aspect merveilleusement, de sorte qu'il soit impossible de dire en laquelle des 2 qualités il est plus doué. Alors bien sûr, Speroni va reprendre dans son Dialogo delle Lingue, sans d'ailleurs la commenter, cette idée d'un Dante au parler rude et désagréable. Mais dans un autre texte, le Dialogo della Retorica, il va essayer de trouver une explication rhétorique du style âpre choisi par Dante. Speroni note donc dans un développement qui est consacré à la nécessité de choisir, comme il le dit, des paroles proportionnées à l'humeur exprimée, parole all'umore proporzionate, je cite, dans ses chansons et dans sa comédie, Dante a parfois choisi des rimes très âpres, non par hasard ou mauvaise habitude, mais de façon consciente, dans la mesure où son sujet, très âpre,
et privé de toute douceur, demandait à être traité ainsi. Ce passage, il me semble, est tout à fait essentiel parce qu'il met l'accent sur un choix volontaire et conscient de rimes âpres. Les rimes âpres ne sont pas seulement le témoignage d'une maladresse. Les rimes âpres relèvent d'un choix formel qui veut faire correspondre forme et fond, signifiant et signifié. Et Speroni va précisément insister là-dessus quand il parle de mots a concetti significati corrispondenti. Donc il faut que les mots correspondent au concept qu'on veut signifier. Il convient donc, dit en somme Speroni, qui prend donc ici le contre-pied de Bembo, de choisir des rimes, comme il le dit, proportionnées en accord avec la matière traitée. Douce, pour exprimer la douceur, âpre, pour exprimer la dureté. Une telle leçon est bien sûr aux antipodes d'une rhétorique pétrarchiste qui tend, au contraire, à imposer un seul style doux pour toutes les matières. Et Speroni est parfaitement conscient de cela parce qu'il va distinguer les orateurs et les poètes, et il va insister sur la nécessité, toujours dans le même dialogue de la rhétorique, de se mettre, disons, d'accepter d'avoir une exception à la règle pour les poètes. Alors on pourrait ici comparer, mais je n'ai pas le temps, les positions de Bembo et de Speroni à celles, par exemple, de Du Bellay, qui lui aussi va essayer de contrebalancer ce qu'il ressent comme un risque de la douceur, de la seule douceur pétrarchiste, en contrebalançant par une autre tonalité, mais que lui, il ira plutôt chercher, comme Olivier Millet l'a montré, du côté de la gravitas virgilienne. Ce n'est pas donc l'asperitas dantesque, mais la gravitas virgilienne. Mais toujours ce souhait de contrebalancer ce qui est ressenti comme une facilité ou un danger du style pétrarchiste. Alors je vois que le temps avance, je vais passer un peu plus rapidement sur d'autres figures qui pourraient être intéressantes dans le contexte qui est ici le nôtre. Je pense par exemple à une figure comme Bartolomeo del Bene, qui est un parent du peintre florentin Benedetto del Bene, donc Bénédicte d'Albène, avec qui Sèvres avait travaillé au moment de l'entrée d'Hippolyte d'Este à Lyon en mai 1540. Ce Bartolomeo del Bene, qui est poète à la cour d'Henri III, est à l'origine de la seule mention de Dante sous la plume de Ronsard, dans une élégie que les exécuteurs testamentaires du Vendômois publient en 1587, donc bien plus tard. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans ce texte, Ronsard va souligner la filiation pétrarchiste de Del Bene au détriment des anciens. Donc Ronsard va mentionner ici Pétrarque en opposition à Dante et Cavalcanti. Je vous cite juste ce passage. Depuis que ton Pétrarque eut surmonté la nuit de Dante et Cavalcante, et de sa renommée, claire comme un soleil, eut la terre semée, fait citoyen du ciel. Ce qui m'intéresse dans ce passage, qui est plus tardif, c'est encore la même sémantique. Pétrarque, c'est le soleil, Dante, c'est la nuit, ou à la limite, la lune. Et vous voyez bien comment Sèvres va justement exploiter déjà dans les années 40 cette opposition. Del Bene avait consacré une ode à Vincenzo Alamagni, un autre Italien, où il avait évoqué justement, pas seulement la suavitas de Pétrarque, mais la nécessité de tenir compte de l'asperitas de Dante. Donc, suavitas de Pétrarque, asperitas de Dante. Et Del Bene, dans ce texte, dans cette ode à Vincenzo Alamagni, avait insisté sur la nécessité de joindre les deux efforts, donc celui de la douceur et celui de l'aspérité. Je vous cite juste un petit passage de cette ode. « Che l'uno e l'altro nobil cigno ondarno le sponde a illustrie note, l'aspre giungendo e le suave noti. » Donc, en joignant les tonalités âpres et suaves. C'est donc elle-même, si vous voulez, ce débat est lui-même déjà topique. C'est ce qu'il faut bien comprendre en Italie. Mais ce n'est pas comme ça qu'il est lu en France, ou par la plupart des poètes français. Dernière figure, enfin dernière figure que j'ai pu identifier comme étant importante dans ce débat, c'est Gabriele Simeoni. Gabriele Simeoni,
pour qui Sèvres va rédiger en 1555 un petit sonnet d'éloge, qui sera placé en tête d'un tract de propagande politique. Or, je crois qu'on peut trouver des traces, en fait, de l'influence de Simeoni avant son installation définitive à Lyon. J'ai essayé de regarder ça d'un peu plus près dans le Summario della vita di Dante, qui est aussi donc une espèce de résumé de la vie de Dante, qui figure dans l'édition Il Dante, Jean de Tourne, et ce résumé contient un certain nombre d'informations sur Dante qui ne figurent dans aucune autre édition de Dante de l'époque, mais qui figurent bel et bien dans un ouvrage de Simeoni. Ouvrage plus tardif, mais on pense que Simeoni a déjà fait le tour par Ravenne, tombeau de Dante, et ensuite est arrivé à Lyon justement dans les années 46-47. Alors j'ai pas le temps de développer, mais je crois que là aussi on voit bien que Simeoni pourrait être une des figures de passeur entre cette autre Italie dantesque, cette Italie qui est restée un peu dans l'ombre. Farinelli, dans son célèbre ouvrage, avait toujours parlé de la sfortuna di Dante, donc c'est cette mauvaise fortune de Dante en France. Il y a des exceptions, et je pense que Sèvres en est une. Alors, en guise de conclusion, je voudrais revenir, encore une fois bien sûr, à Sèvres, qui va utiliser les modèles dantesques et pétrarchiens dans Delhi pour donner forme à sa propre poétique. On a donc déjà vu que le poète lyonnais va déplacer dans le Dizain 285, que je vous ai cité, l'idée de dureté vers la notion, somme toute marotique, comme l'a montré Gérard Defoe, de ferme amour, tout en se souvenant, à travers le jeu de rimes en âpre, diâpre, du débat entre Dante et Pétrarque. Dans le Dizain sévien, la fermeté et la loyauté de l'amour sont comparées à la production d'une statue qui, d'abord âpre au moment d'une première ébauche, sera ensuite adoucie au contact de la main de l'aimé. L'opposition entre les positions attribuées à Dante, Asperitas, et Pétrarque, Dolcezza, se trouve par conséquent chez Sèvres suspendu dans une dynamique visant à dépasser ce qui est ressenti comme une dichotomie stérile. Cette évocation d'une statue progressivement rendue de plus en plus douce et luisante, presque vivante, n'est évidemment pas sans rappeler le mythe de Pygmalion, et ce, voisin mais inversé, de Méduse et du basilic, figure dont on connaît bien sûr l'importance dans l'imaginaire sévien. Comment ne pas constater alors que les Rime Petrose de Dante, et en particulier le poème Così nel mio parlar voglio esser aspro, sont également placés sous le double signe de Méduse et de Pygmalion. Le topos de l'œil agressif, pour reprendre le terme de Donaldson Evans, est récurrent au début du poème de Dante, notamment au vers 9 à 15 du poème en question, c'est pour ça que je vous ai recopié tout le poème, tandis qu'à la fin du texte offre au contraire l'idée d'une vengeance, démystifiant l'identification de la dame avec la figure de Méduse. Les derniers vers du poème préparent ainsi un véritable renversement du topos de la Méduse et une évocation indirecte de la figure de Pygmalion. Cette allusion à Pygmalion est encore plus explicite dans la troisième des Rime Petrose, Amor tu vedi ben, vous l'avez également sur votre exemplier, où à la fin de la première strophe est évoqué le meilleur tailleur de pierre, autrement dit Pygmalion, avant qu'ils soient enchaînés sur l'idée de la constance de l'amant semblable à de la pierre. Ici encore, le rapprochement avec le poème de Sèvres s'impose, je dirais, en raison de la reprise systématique de plusieurs notions clés. Le glissement de la figure de Méduse à celle de Pygmalion, de la dureté du cœur de la dame à la dureté, cette fois-ci, de la constance de l'amant, est commun aux poèmes de Dante et de Sèvres. Et il paraît tentant de parler ici d'une influence des Rime Petrose sur le poète des dures épigrammes. Mais, bien sûr, une dernière question se pose. Par quelle voie le poète lyonnais a-t-il pu prendre connaissance de l'ensemble des Rime Petrose? Je vous rappelle que uniquement Così nel mio parlar avait été reproduit dans l'Appendix Aldina des éditions de Pétrarque. Eh bien,
si on tient compte des rapports très étroits que Sèvres entretenait, sans doute avec les milieux italianisants, on peut supposer que le poète lyonnais a consulté l'une ou l'autre des éditions ontologiques qui voient le jour en Italie dès le premier quart du XVIe siècle. La plus célèbre de ces anthologies est la fameuse Giuntina, qui avait paru à Florence en 1527. Sous le titre « Sonetti e canzoni di diversi antichi autori toscani », elle offre, dans les premiers 4 livres, un important choix des poésies amoureuses de Dante. Dans la lettre dédicatoire du volume, qu'il adresse aux jeunes amateurs de poésie toscane, l'éditeur, Bernardo di Giunta, c'est pour ça qu'on l'appelle cette édition de la Giuntina, justifie l'importante place qu'il accorde à Dante par le fait que ce dernier est, avec Pétrarque, l'un des 2 yeux les plus lumineux de notre langue. Donc on retrouve encore ici cette même image. Hein. L'uno dei due lucidissimi occhi della nostra lingua. Mettant ainsi l'accent, une fois de plus, sur la complémentarité de Dante et de Pétrarque. Mais ce qui me paraît surtout intéressant, et je conclurai là-dessus, c'est que Bernardo di Giunta présente les Rime Petrose de Dante, ensemble avec 5 autres poèmes, dans le 3e livre de son anthologie, sous le titre général de Canzoni amorose e morali, ce qui va permettre de les distinguer d'une part des sonetti e canzoni, recueillis dans les 2 premiers livres, et d'autre part des canzoni morali du livre 4. C'est ainsi le livre 3 de la Giuntina qui réalise de façon idéale le programme poétique énoncé dès le début du Convivio, lorsque Dante dit vouloir former ses chansons d'amour et de vertu, d'amor come di virtù materiate. Une telle idée n'est évidemment pas sans rappeler Delli, qui est l'objet, on le sait, non seulement du plus grand amour, mais de la plus haute vertu. Dans ce sens, il se pourrait bien que le titre même de Delli contienne une allusion à la poétique, non de Pétrarque, mais de Dante. Je vous remercie.